Bonjour, nous allons donc commencer aujourd'hui le cours de biophysique qui porte sur les effets des rayonnements et leur utilisation dans les diverses professions de santé. En effet, il est nécessaire à la fois pour un futur professionnel de santé de connaître les pathologies qui peuvent être induites par les rayonnements, mais également, et c'est peut-être le point le plus important, l'utilisation qui peut en être faite à la fois pour le diagnostic et pour certains traitements. Il y a deux types de raisons pour que les professionnels de la santé s'intéressent aux rayonnements ionisants. Tout d'abord, les rayonnements ionisants ont des conséquences ou peuvent avoir des conséquences sur la santé, induire des pathologies. Il est donc nécessaire de connaître les pathologies en question et de savoir comment elles peuvent être engendrées par les irradiations. Ensuite, la médecine utilise les rayonnements ionisants, à la fois pour faire du diagnostic. Il y a une utilisation diagnostique à travers notamment ce que tout le monde connaît, la radiologie avec les rayons X, mais il y a d'autres techniques qui utilisent des rayonnements. Et puis, les rayonnements peuvent également être utilisés pour traiter certaines maladies, notamment les cancers. Donc, lorsqu'on utilise les rayonnements pour faire soit du diagnostic, soit des traitements, il est nécessaire d'évaluer les conséquences possibles pour les patients et d'apprécier ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire de mettre en balance les inconvénients d'une irradiation, et là on revient aux conséquences possibles sur la santé, avec le bénéfice que peuvent en retirer les malades pour bien sûr prendre en charge leur maladie. Nous allons, au cours des séances qui vont suivre, envisager à propos des rayonnements et des professions de santé les différents items que vous pouvez voir sur la diapositive. Tout d'abord, nous ferons quelques rappels de ce qu'est la radioactivité, qui est à l'origine de la plupart des rayonnements auxquels on peut être confronté. Ensuite, il faudra envisager les interactions de ces différents rayonnements avec la matière, et on s'intéressera bien sûr avant tout à la matière biologique, au tissu vivant, ce qui nous amènera à parler de grandeur dosimétrique, de ce qu'on appelle la radiobiologie, et enfin, nous terminerons en envisageant ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour se protéger des rayonnements, c'est ce qu'on appelle la radioprotection. Nous allons aborder ces différents points successivement, et le plan qui est rappelé ici est simplement un titre indicatif pour donner une idée des séquences qui vont se succéder. Alors en préambule, et pour bien insister sur l'introduction que je viens de faire, il faut savoir que depuis quelques années, connaître les conséquences et justifier la prescription d'un examen irradiant, par exemple une radiologie, un examen radiologique, une radiographie ou tout autre examen assimilé, est maintenant pour les médecins une obligation légale. Et au-delà de cette obligation légale qui est faite aux médecins, on peut considérer que tous les professionnels de la santé sont concernés et que l'utilisation des rayonnements en médecine doit en permanence être parfaitement justifiée. Je crois qu'on peut aussi, en préambule, rappeler quelques notions très simples, mais qui expliquent que lorsqu'on envisage les effets des rayonnements, que ça soit en médecine ou d'une façon plus générale, eh bien, on est confronté à un contexte à la fois historique et contemporain, qui va depuis, bien évidemment, tout ce qui est véhiculé dans la conscience de la société ou dans l'inconscient des gens par l'exploitation militaire qui a été faite de l'instrument nucléaire, de la bombe atomique. Et bien sûr, dès qu'on prononce le mot de nucléaire, eh bien, ceci, qu'on en ait conscience ou non, est en arrière-plan. Il y a, et de façon plus proche de nous, tout ce qui tourne autour du débat concernant les déchets nucléaires. On a tous entendu dans les médias, dans les journaux, parler des problèmes liés
à l'accumulation de déchets nucléaires, à leur traitement. On sait qu'on engage la planète pour des milliers d'années, etc. Et ceci, bien sûr, vient un petit peu perturber le débat et la sérénité du débat de tout ce qui concerne le nucléaire. Mais il reste, et c'est ce qui va nous occuper ici, il reste qu'on peut utiliser le nucléaire, la radioactivité, les rayonnements pour faire de la médecine. Et vous avez ici une illustration qui est une scintigraphie qui utilise un produit diagnostique pour visualiser des localisations cancéreuses. Et donc le nucléaire, les rayonnements peuvent aussi avoir des utilisations tout à fait louables et utiles, notamment pour faire de la médecine. Mais nous garderons, chemin faisant, ce contexte présent à l'esprit. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons passer en revue les objectifs, c'est-à-dire ce qu'on souhaiterait que tout étudiant maîtrise parfaitement à la fin de ce cours. Donc à propos de la radioactivité, des interactions des rayonnements avec la matière, des aspects dosimétriques, radiobiologiques et de la radioprotection, eh bien, une douzaine d'objectifs peuvent être posés en entrée pour orienter le travail que vous allez devoir fournir à propos de ce cours. Tout d'abord, on ne peut pas parler des effets des rayonnements sur la santé sans connaître, bien sûr, l'origine et la nature des rayonnements auxquels sont susceptibles d'être exposés les individus, les êtres humains que nous sommes, et notamment nos patients. Une fois qu'on connaît la nature de ces rayonnements, eh bien, il faut envisager les effets qu'ils peuvent avoir sur la matière, les effets physiques, mais encore plus les effets sur la matière vivante, c'est-à-dire les effets biologiques. Sans comprendre ces différents effets, on ne peut pas envisager les troubles sur la santé qui peuvent en résulter. Nous verrons que, au-delà de l'étude des effets eux-mêmes, eh bien, il y a un aspect quantitatif qui est incontournable, comme n'importe quel toxique ou comme n'importe quel paramètre délétère pour l'organisme. Tout dépend de la quantité qui est en jeu. Donc, il est nécessaire de pouvoir quantifier les rayonnements, mais surtout les effets, l'énergie transmise au tissu vivant, et donc ce qu'on appellera la dose reçue, et là on abordera donc la dosimétrie et les grandeurs dosimétriques. Cette dose qu'on va recevoir et qu'on peut comparer par exemple à la quantité d'un poison ingéré, certains poisons sont très toxiques à très faible dose, mais pour d'autres il faut en ingérer une grande quantité, et bien c'est pareil avec les rayonnements. Et donc la notion de dose reçue est importante. Mais il faut également considérer en combien de temps cette dose est reçue. Il n'est pas indifférent de recevoir une dose donnée en quelques minutes ou en plusieurs années. Et on tombe donc là sur la notion de débit de dose, qui est aussi quelque chose de très important à comprendre et à parfaitement maîtriser. Une fois qu'on a compris, il faut agir. Et pour agir, il faut être capable non seulement de comprendre ce qu'est une dose reçue, mais de la mesurer, de l'estimer, de la quantifier. C'est le travail des spécialistes, mais tout médecin ou tout professionnel de santé devrait être au moins capable d'estimer un ordre de grandeur, ne serait-ce que pour justifier du caractère urgent ou non d'une prise en charge après un accident d'irradiation par exemple. Sixième objectif, il faudra absolument distinguer l'exposition au rayonnement, c'est-à-dire le fait de recevoir des rayons X ou des rayons gamma, et puis la contamination qui, elle, est l'incorporation dans l'organisme de molécules radioactives qui peuvent agir de façon bien sûr toxique, mais en étant à l'intérieur même des tissus. Et ces deux aspects d'exposition et de contamination sont deux choses très différentes. Estimer la contamination ou l'irradiation reçue par un individu, eh bien, c'est une étape indispensable, mais qui n'est toujours pas suffisante pour être capable, pour être en mesure d'estimer la nécessité d'un traitement, par exemple. Il faut donc évaluer le risque pour la santé lié aux radiations.
Ce risque, bien sûr, sera estimé en tenant compte de ce qui précédait, c'est-à-dire la dose reçue, le débit de dose. Et là, nous verrons qu'il existe des effets très différents selon qu'on envisage les effets des fortes doses reçues immédiatement, ce qu'on appelle les risques déterministes, et puis les risques stochastiques, qui sont des risques à plus long terme. Ce risque suppose qu'un individu exposé à des irradiations puisse en souffrir, présenter des troubles de la santé consécutifs à cette irradiation. Donc il faut être capable de les diagnostiquer, de les reconnaître pour pouvoir les traiter. Et donc nous envisagerons rapidement quelles peuvent être les pathologies liées aux irradiations, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Objectif suivant. On a dit que les rayonnements pouvaient être délétères, mais nous avons aussi dit en préambule qu'il était possible de s'en servir en médecine, et notamment pour traiter les cancers. Eh bien, nous aborderons rapidement la façon dont on peut utiliser les rayonnements pour faire de la thérapeutique, notamment en cancérologie. Puisque c'est une obligation légale de justifier l'utilisation des rayonnements lorsqu'on fait de la médecine, eh bien, nous verrons les notions qu'on entend par justification et optimisation lorsqu'on fait un usage médical des rayonnements, que ce soit des rayons X ou d'autres sources d'irradiation. Il est bien sûr indispensable, dès lors qu'on a défini les pathologies liées au rayonnement et qu'on a mis en avant le danger potentiel des irradiations, notamment pour le public, mais encore plus pour les travailleurs exposés, donc les personnels qui travaillent en présence de sources de rayonnement, eh bien, il faut connaître les grandes règles de radioprotection, les grands principes qui sont à respecter absolument et que l'on doit mettre en jeu. Et ce qui est plus récent, mais qui est fondamental, c'est que la radioprotection s'applique maintenant également aux patients et que lorsqu'on utilise des outils comme la radiologie pour faire du diagnostic chez des patients, eh bien, un certain nombre de radioprotections sont à respecter afin de ne pas aggraver la possibilité des effets délétères des rayonnements pour les malades. Voilà. Le dernier objectif, qui est plus accessoire, mais c'est de comprendre que pour utiliser correctement les rayonnements et pour en anticiper les effets, eh bien, il est nécessaire de les détecter. Et nous aborderons rapidement, mais en soulignant les points essentiels, la façon, les principes, disons, dont on peut concevoir des instruments de détection et de mesure pour les différents rayonnements que nous aurons à utiliser. Ces objectifs étant définis, je voudrais dans un premier temps vous présenter le panorama général dans lequel nous allons développer les cours qui vont suivre. Bien évidemment, au départ, on parle de rayonnement, donc il faut connaître ce que sont les rayonnements, et nous envisagerons avant tout deux types de rayonnements principalement. Les rayonnements électromagnétiques, qui pour nous sont les rayons X ou les rayons gamma, et puis les rayonnements constitués de particules, le plus souvent des particules chargées, mais qui peuvent être des particules neutres, avec les neutrons. Donc ceci, c'est du domaine de la physique pure, ce sont les physiciens qui nous apprennent ce que sont ces rayonnements, comment on peut les mesurer, les quantifier et les mettre en évidence. Et puis l'étape importante pour nous, ça sera évidemment de comprendre comment ces différents rayonnements peuvent interagir avec la matière. Il peut s'agir de matière inerte, et là c'est important parce que l'interaction des rayonnements avec la matière, c'est ce qui permet de concevoir et d'utiliser des détecteurs, et puis c'est ce qui permet aussi de se protéger des rayons à travers la radioprotection. Mais le chapitre le plus intéressant pour nous, c'est les interactions des rayonnements avec la matière vivante, la matière biologique. Parce que c'est seulement en comprenant les interactions des rayons avec les tissus vivants que l'on sera en mesure de comprendre l'étape suivante, c'est-à-dire la façon dont l'énergie des rayonnements
est absorbé dans la matière, ce qui recouvre le concept que j'évoquais tout à l'heure de dosimétrie, quantifier l'énergie reçue, mais surtout, ce dépôt d'énergie dans la matière vivante permet de comprendre et d'anticiper les effets biologiques. Et bien sûr, la finalité de notre démarche, elle se situe entièrement là. Nous voulons comprendre comment les rayons, les différents rayonnements auxquels nous sommes confrontés, ont des effets biologiques, agissent sur nos cellules, sur nos tissus. Ceci recouvre le concept de radiobiologie. Et là, la difficulté qu'il faut souligner, mais qui augmente l'intérêt de notre discours, c'est qu'on va mélanger à ce stade-là des aspects purement biophysiques avec des aspects biologiques, de biologie cellulaire, et on est donc là à la frontière de la biophysique pure et de la biologie cellulaire. Donc, pour commencer maintenant véritablement le cours, nous allons aborder la première partie avec des rappels sur la radioactivité. Des rappels parce que la radioactivité, vous en avez certainement déjà entendu parler, ne serait-ce qu'au lycée, mais un certain nombre de notions doivent être absolument bien claires pour tout le monde afin de pouvoir envisager ce qui va suivre. Donc, rappelons tout d'abord brièvement que les atomes sont constitués d'un noyau et que ce noyau, symbolisé ici par le symbole grand X, se caractérise par deux nombres tout à fait importants qui sont le nombre de masse. Ce nombre de masse, c'est le nombre total de particules à l'intérieur du noyau, ce qu'on appelle les nucléons. Les nucléons sont de deux types, les protons et les neutrons. Le nombre de protons est symbolisé par Z, c'est donc ce qu'on appelle le numéro atomique, et bien évidemment le nombre de neutrons, c'est la différence entre le nombre de masse, le nombre total de nucléons, et le nombre de protons. L'intérêt d'indiquer Z, le numéro atomique, c'est que au nombre de protons à l'intérieur du noyau correspond un même nombre, Z, d'électrons qui gravitent autour du noyau. Et, comme vous le savez, le nombre d'électrons détermine les propriétés chimiques de l'élément. Donc, grand X, c'est le symbole chimique qui permet d'anticiper toutes les propriétés chimiques d'un élément et qui dépend du nombre d'électrons, donc du nombre de protons à l'intérieur du noyau. À partir de là, comment définir la radioactivité? Eh bien, la définition qu'on peut en donner, c'est celle qui est là. Il s'agit de la transformation d'un atome avec une émission de rayonnement. En fait, lorsqu'on parle de transformation de l'atome, il s'agit en général et avant tout de la transformation du noyau. Ce sont les noyaux qui se transforment au cours d'une transition radioactive. Mais lorsque le noyau a subi sa transformation radioactive, il est en général dans un état excité et les phénomènes secondaires vont également générer des émissions de rayonnement, la désexcitation du noyau, puis de l'atome lui-même. Donc il y a une cascade d'événements qui génèrent des émissions de rayonnement. Tout ceci constitue la radioactivité. C'est pourquoi la définition qu'on vous propose parle de transformation de l'atome. Bien. Transformation de l'atome, mais comme je le disais, la radioactivité résulte bien de l'instabilité du noyau. Quel noyau? Le noyau de certains atomes, et on va voir pourquoi. En effet, les noyaux des atomes sont en principe stables, tout ce qui nous entoure est constitué d'éléments stables, et si les éléments sont stables, c'est que leurs noyaux sont stables. Eh bien, la stabilité nucléaire dans les atomes résulte d'un équilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons.
Ceci est facile à comprendre. Les protons étant des particules chargées positivement ont tendance à se repousser. En même temps, les différentes particules s'attirent entre elles. Il y a des forces de gravitation à l'échelle des nucléons qui font que ces particules s'attirent. Et bien sûr, les neutrons ont un rôle important puisque n'ayant pas de charge électrique, elles interviennent uniquement sous forme d'attraction. Donc, s'il y a un équilibre correct entre les protons et les neutrons, les forces de répulsion électrique vont s'équilibrer avec les forces d'attraction liées à la masse de ces nucléons, et donc le noyau sera stable, moyennant des conditions de relation très précises entre le nombre de nucléons, le nombre de masse A, et le numéro atomique Z. Ceci est schématisé de la façon suivante. Ici, c'est un schéma de ce qu'on appelle la vallée de stabilité qui est extrait d'un numéro pour la science, mais qui illustre parfaitement le problème. On a en abscisse le nombre de protons et en ordonnée le nombre de neutrons. Et on voit que lorsque il existe une relation correcte entre les deux, ce qui est symbolisé ici par les petits carrés en brun, eh bien les noyaux sont stables. Et puis si on s'écarte de ce schéma qu'on appelle la vallée de stabilité, eh bien on peut être soit à droite sur le schéma, ce qui correspond à un excès de protons, soit à gauche, et ça correspond à ce moment-là à un excès de neutrons. Dans les deux cas, il y a un déséquilibre, et donc tout ce qui est en bleu, bleu ciel à droite, bleu-vert à gauche, correspond à des noyaux instables. Et si ces noyaux sont instables, ils auront tendance nécessairement à se désintégrer pour évoluer vers un état stable. Et donc tous les noyaux qui apparaissent ici en bleu sont radioactifs. Donc vous voyez, a priori, il y a beaucoup plus de noyaux radioactifs que de noyaux stables, mais la plupart de ces noyaux radioactifs ont une durée de vie très brève. Et lorsqu'on sort des zones bleues de part et d'autre, on est en fait dans des configurations purement théoriques, car si on s'écarte trop de la vallée de stabilité, aucun noyau ne peut durer plus de quelques nanosecondes, voire picosecondes, et donc les éléments correspondants n'existent pas. On peut détailler en fonction des nombres de nucléons pairs ou impairs. Ceci, en fait, a le mérite d'être une forme plus schématique, mais représente exactement la même chose. Ce qu'il faut noter sur ce schéma, en revanche, c'est que la droite pour laquelle n égale z, eh bien, ce n'est pas la droite qui correspond à la vallée de stabilité. Intuitivement, c'est ce qu'on pourrait penser, mais ceci n'est vrai, vous le voyez, que pour les numéros atomiques faibles. Et dès qu'on va vers les noyaux de plus en plus lourds, eh bien, on s'écarte de la droite n égale z, ce qui signifie que pour que les noyaux soient stables, plus ils sont lourds, plus il est nécessaire qu'il y ait à l'intérieur un excès de neutrons par rapport au nombre de protons. Nous arrivons maintenant à ce schéma qui est essentiel, puisque chaque fois qu'on parle de radioactivité, on utilise sans arrêt le terme d'isotope pour dire qu'il y a des isotopes stables et des isotopes radioactifs. Alors, cette notion d'isotope, qui est ici schématisée par le rectangle rouge, est là pour rappeler qu'on appelle isotope des éléments qui sont de la même classe chimique, ce sont des isotopes du même élément chimique. En effet, vous pouvez constater que ce qui est symbolisé par X ou par W ou par Y, à chaque fois, le numéro atomique est le même. Et lorsqu'on se déplace dans la table de Mendeleïev, nous avons Z, Z plus 1 d'un côté, Z moins 1 de l'autre, mais le numéro atomique reste le même, et c'est le nombre de masses qui change, ce qui veut dire bien sûr que c'est le nombre de neutrons qui varie à l'intérieur des différents isotopes d'un même élément chimique. On peut aussi raisonner avec un nombre de masses constant,
et à ce moment-là on parlera d'isobars, mais ceci ne nous retiendra pas plus parce que les isobars font partie de classes chimiques différentes. Donc nous nous intéressons aux isotopes radioactifs d'un isotope stable et insistons bien sur le fait que tous ces isotopes appartiennent à la même classe chimique. Nous allons donc envisager maintenant les principaux types de radioactivité et il faut envisager cette radioactivité selon qu'il existe dans le noyau un excès de neutrons ou un excès de protons. Qu'en est-il, c'est le cas le plus simple, lorsqu'il existe tout d'abord un excès de neutrons dans un noyau? Eh bien, le neutron excédentaire va se transformer en proton. Le terme de transformer est entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas véritablement, d'un point de vue physique, d'une transformation, mais pour ce qui nous concerne, nous pouvons faire cette approximation. Puisque le neutron se transforme en proton, il apparaît une charge positive, et pour la conservation de la neutralité électrique, il doit donc y avoir apparition d'une charge négative. Eh bien, ceci est concrétisé par l'émission d'un électron qui sera éjecté du noyau lors de la transformation radioactive. Cette émission d'un électron à partir du noyau justifie le terme de désintégration β-. Donc il ne faut pas confondre le terme β- avec le terme d'électron. Tout électron n'est pas un β-, mais une particule β- est un électron. Il faut simplement préciser lorsqu'on parle d'émission β- que c'est un électron issu d'un noyau au cours d'une transformation radioactive. Voilà comment on peut schématiser cette transformation. On a donc affaire à un noyau instable. Comme on peut le voir sur le haut de la diapositive, le neutron excédentaire se transforme en proton avec émission d'un électron. Et alors là, vous voyez apparaître quelque chose de supplémentaire qu'on appelle un antineutrino. Cet antineutrino est une particule tout à fait singulière puisqu'elle n'a pas de masse, ou tout au moins si elle en a une, cette masse est très faible, ce qui rend ces particules extrêmement difficiles à détecter. De plus, il s'agit d'une particule d'antimatière. Alors, d'un point de vue médical, l'antineutrino n'a absolument aucune importance en soi, puisque n'ayant pas de masse et étant indétectable, il ne peut pas avoir d'effet sur la matière. Mais l'antineutrino, dont on a démontré l'existence, au départ, son existence a été postulée par les physiciens pour expliquer le fait que les électrons β- émis dans ces transformations radioactives n'ont pas une énergie, comme on aurait pu s'y attendre, unique, mais un spectre d'énergie continue. Nous allons y revenir. Auparavant, voyons la façon dont on peut formaliser en écriture une transformation β-. Bien, vous voyez que ce qu'il faut voir sur cette équation, c'est qu'on passe d'un élément X à un élément chimique différent, Y, tout simplement parce que est apparu un proton supplémentaire dans le noyau. Le numéro atomique est donc passé de Z à Z plus 1, ce qui correspond effectivement à un changement de classe chimique. Et lors de toute transformation radioactive, on passe d'un élément chimique à un autre élément chimique. Donc ceci s'accompagne de l'émission d'un électron, et puis de l'antineutrino, qui est symbolisé tout à fait à droite, et le petit chapeau qu'on met sur le symbole nu est pour rappeler que c'est une particule d'antimatière. Alors si on représente l'énergie des électrons β-, donc il s'agit d'une énergie cinétique, puisque l'électron est éjecté du noyau, et cette énergie cinétique correspond à l'excédent d'énergie qui expliquait l'instabilité du noyau, eh bien, le spectre d'énergie en abscisse de ces électrons émis revêt cet aspect qui peut aller de 0 jusqu'à une valeur maximale, notée E bêta max,
avec une distribution qui est tout à fait particulière, et ce passage par un maximum, qui est l'énergie moyenne. On l'appelle ainsi parce que c'est l'énergie qui est statistiquement le plus souvent observée lorsqu'on enregistre des émissions d'électrons par une source radioactive de type β-. Et c'est une approximation, mais c'est un ordre de grandeur à retenir. L'énergie bêta moyenne d'une émission β- est environ égale au tiers de l'énergie bêta maximale. L'énergie bêta maximale, eh bien, c'est ce qui permettra d'expliquer le parcours maximum que peut effectuer l'électron dans la matière, nous y reviendrons. Donc c'est un paramètre intéressant, mais E bêta moyen est encore plus intéressant, puisque lorsqu'on envisage les effets de ce type de rayonnement, bien sûr, c'est E bêta moyen qui sera le plus souvent en jeu et qui sera responsable de la plupart des effets sur la matière. Donc ça, c'est ce qui concernait un excès de neutrons. Voyons maintenant, si on est de l'autre côté de la vallée de stabilité, que nous avons vu préalablement, ce qui se passe lorsqu'il existe un excès de protons. Eh bien là, c'est un peu plus compliqué parce que deux possibilités se présentent. Tout d'abord, c'est de façon symétrique à ce que nous avons vu précédemment, un proton, cette fois, peut se transformer, toujours entre guillemets, en neutron. C'est en gros la même chose, sauf que ici nous avons une charge positive qui disparaît, et donc cette charge positive réapparaît sous forme de l'émission d'un positon, c'est-à-dire d'un électron avec une charge positive. Le positon, c'est exactement la même particule qu'un électron, de même masse, mais avec une charge positive au lieu d'une charge négative. L'autre possibilité, que nous n'avions pas tout à l'heure, c'est que pour faire disparaître une charge positive, eh bien, au lieu d'éjecter un positon, le noyau peut au contraire absorber un électron du cortège électronique périphérique. Cet électron se combine avec un proton pour aboutir également à un neutron. Donc on a à nouveau passage d'un proton vers un neutron, mais le mécanisme est différent, puisque au lieu de l'émission d'un positon, eh bien, il y a eu absorption d'un électron. Donc là, il n'y a pas de particule émise, au contraire, il y a pénétration d'un électron dans le noyau, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de capture électronique. Le résultat en termes de transition radioactive est le même, mais bien évidemment, dans le premier cas, il y a émission d'un positon, dans le deuxième cas, il n'y a pas d'émission de particules chargées, ce qui aura des conséquences, bien évidemment, sur les effets biologiques. En toute rigueur, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'émission de particules, puisque par symétrie avec l'émission de positons, il y a une transition énergétique qui est variable et la différence se traduit par l'émission d'un neutrino. Mais le neutrino n'a pas de charge et n'a donc aucun effet délétère sur la matière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans le premier cas, on a émission d'un positon, particule chargée, qui aura donc des effets biologiques, et que dans le cas de la capture électronique, en dehors de l'émission d'un neutrino, il n'y a pas d'émission de particules chargées et donc une dosimétrie sur les tissus très différente. Nous y reviendrons. Voilà comment la désintégration β+ peut être schématisée. Donc nous pouvons passer rapidement parce que c'est en gros la même chose que l'émission β-, sauf que c'est un proton qui devient un neutron et que c'est un positon qui est émis au lieu d'un électron. Et puis nous avions tout à l'heure un antineutrino, ici c'est un neutrino, parce que je préciserai là que c'est le positon qui est une particule d'antimatière et le neutrino, lui, est une particule également dépourvue de masse ou avec une masse extrêmement faible, mais qui est une particule de matière. Donc contrairement aux antineutrinos, les neutrinos existent dans notre univers, mais on ne peut pas les détecter ou alors avec des moyens très lourds.
là encore, leur existence a été démontrée et il y a des enjeux physiques considérables autour de l'existence d'une masse pour les neutrinos ou non, mais ceci sort de notre propos. Ce qu'il faut retenir donc là, c'est qu'il y a émission d'un positon qui est une particule d'antimatière. L'équation de la réaction peut se schématiser ainsi. Nous avons là encore passage d'un élément chimique X à un élément chimique Y, qui différera cette fois du noyau radioactif d'origine par le fait que le numéro atomique a diminué d'une unité. La capture électronique, pour terminer, eh bien, se schématise ainsi. Donc il y a pénétration d'un électron dans le noyau qui se combine avec un proton pour donner un neutron et on aboutit au même résultat. Voilà le symbolisme de cette réaction. Donc on arrive avec Y dont le numéro atomique est Z-1. Alors il faut envisager maintenant ce qui peut survenir lorsque nous considérons des noyaux très lourds, avec un numéro atomique très élevé. Là, la transformation d'un neutron en proton ou l'inverse n'est plus suffisant sur le plan physique pour stabiliser les noyaux, pour les faire évoluer vers des noyaux plus stables. Et très souvent, il se produit ce qu'on appelle la radioactivité alpha, c'est-à-dire qu'au lieu d'émettre une particule de type β- ou β+, eh bien le noyau va carrément se débarrasser d'une particule alpha, constituée de 2 protons et de 2 neutrons, et qui correspond donc à un noyau d'hélium. Il s'agit là de particules très lourdes, comparées aux électrons, et ces particules emmènent en général des énergies considérables qui sont, comme c'est indiqué, comprises schématiquement entre 4 et 8 mégaélectronvolts. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce que ça signifie. Alors cette radioactivité concerne les noyaux très lourds, comme l'uranium ou le plutonium, qui bien évidemment n'ont pas la même signification et les mêmes origines que les autres atomes radioactifs que nous évoquerons le plus souvent. Mais il faut connaître cette radioactivité alpha parce qu'elle est particulièrement toxique et qu'en radiopathologie, les émetteurs alpha sont particulièrement dangereux. Et puis également parce que dans les années qui vont suivre, on va probablement utiliser des émetteurs alpha pour faire des traitements en médecine. Voilà l'équation d'une transformation de type alpha. On voit ici que l'atome X émet, enfin son noyau plus exactement, émet un noyau d'hélium qui comporte donc 4 nucléons dont 2 protons, et on se retrouve donc avec un élément chimique qui a un Z diminué de 2 unités et également un nombre de nucléons diminué de 4. Il faut préciser que le plus souvent, ce noyau fils, par rapport au noyau père symbolisé par X, sera lui-même radioactif. C'est le cas le plus fréquent. Et donc, dans les noyaux très lourds, on a très souvent ce qu'on appelle des émissions alpha en cascade. C'est le cas sur l'exemple que vous avez en dessous, où un atome de radium se désintègre en un atome de radon, qui est lui-même un élément radioactif. Alors il existe d'autres types de radioactivité que celles que nous avons envisagées, que je vous résume rapidement. Donc la désintégration β-, la désintégration β+, et son alternative, la capture électronique, et puis la désintégration alpha. Mais tous les autres types de radioactivité sont beaucoup plus anecdotiques et n'ont pas d'intérêt direct pour nous. Nous ne les aborderons donc pas. En revanche, il faut maintenant que nous parlions de ce qui suit une désintégration radioactive. Car en introduction, on a bien dit que l'émission de rayonnement par les atomes n'était pas seulement ce qui se produit lors de la transformation radioactive du noyau. Il existe au décours de cette transformation radioactive proprement dite un certain nombre d'effets secondaires
avec l'émission de rayonnement. Le noyau fils, en effet, qui résulte de la transformation radioactive, peut être totalement stable, mais c'est quelque chose de rare. Le plus souvent, certes, il a, au terme de sa transformation, évolué vers un état beaucoup plus stable et qui ne générera pas d'autres transformations, mais il peut encore exister dans le noyau fils un excédent d'énergie. On dit que le noyau est à l'état excité. Cet excédent d'énergie, doit, d'une façon ou d'une autre, être évacué par le noyau si on veut aboutir à un état véritablement stable. Alors, comme au niveau de l'atome, il existe dans les noyaux différents niveaux d'énergie possibles. Vous avez ici un exemple. Simplement pour rappeler deux choses, c'est que ces niveaux d'énergie sont discontinus. Ils obéissent aux règles de la physique quantique et donc il existe des valeurs obligées que peut revêtir l'énergie d'un noyau. Et la deuxième chose à noter, c'est que ces niveaux d'énergie sont extrêmement nombreux, comme dans l'exemple que vous avez ici. Donc, bien sûr, les transitions vont se faire des états excités les plus élevés vers des états plus faibles, jusqu'à l'état stable de base. Voilà. Donc, ceci nous amène à envisager les phénomènes secondaires. Le noyau fils, donc, étant en général dans un état excité, cet état excité va évoluer vers un état stable, c'est ce qu'on appelle la désexcitation du noyau, qui peut se faire de plusieurs manières. La première, c'est l'émission d'un photon, c'est-à-dire d'un rayonnement électromagnétique. La nature de ce photon est exactement la même que celle d'un photon lumineux ou d'un photon X, mais l'origine, puisqu'il vient du noyau, fait qu'on parlera de photons gamma. Donc il est important de noter que lorsqu'on parle de photons gamma, ça n'est pas que ces photons sont plus énergétiques ou moins énergétiques, ou qu'ils ont une nature différente que des rayons X par exemple. Il y a certains rayons X plus énergétiques que certains rayons gamma. Mais le terme de gamma est là uniquement pour rappeler que ce photon est d'origine nucléaire. C'est un photon émis par un noyau, par la désexcitation d'un noyau. Il existe une alternative à l'émission d'un photon gamma. Le noyau peut se désexciter en communiquant son énergie excédentaire à un électron. Alors il ne s'agit pas d'un électron issu du noyau, il ne faut surtout pas confondre ça avec l'émission β- qu'on a vue précédemment. Là, l'énergie est communiquée à un électron du cortège électronique qui va de ce fait se trouver éjecté de l'atome, mais encore une fois, ne provient pas du noyau. Et on parle donc d'électrons de conversion interne. Dans les cas des émetteurs de positons, lorsqu'on a affaire à un émetteur β+, eh bien la désexcitation va comporter de même des photons gamma, des électrons de conversion interne, mais il y a un phénomène secondaire supplémentaire qui nécessite de se souvenir que le positon est une particule d'antimatière. Cette particule d'antimatière ne peut pas perdurer dans la matière et elle va disparaître à travers ce qu'on appelle un phénomène d'annihilation. En effet, toute particule d'antimatière s'annihile avec la particule de matière correspondante et qui, dans le cas présent, bien entendu, est un électron du milieu. Ce phénomène d'annihilation signifie que les deux particules, positons et électrons, vont disparaître et leur masse, l'équivalent de leur masse, est transformée en énergie. Cette énergie est générée sous forme de photons, là encore, qui ne sont donc ni des photons X ni des photons gamma, mais des photons qu'on appellera photons d'annihilation, et qui ont pour valeur l'équivalent énergétique de la masse des deux particules, selon la relation E égale mc2, et il s'agira donc de deux photons
de 511 kV. Alors voyons sous forme de schéma. Tout d'abord, l'émission gamma, c'est le plus simple à comprendre. Le noyau, après désintégration radioactive, qui n'est plus un noyau radioactif, qui est un noyau excité, vous vous souvenez, eh bien ce noyau va se désexciter en évacuant son énergie excédentaire sous forme d'un photon H nu qu'on appelle un photon gamma. L'alternative à l'émission d'un photon gamma, c'est ce qu'on appelle donc la conversion interne. Et là, l'énergie excédentaire du noyau qui se désexcite est communiquée à un électron qui est éjecté et qu'on appelle électron de conversion. Pour ce qui est des émetteurs de positons, j'ai symbolisé ici un atome, un noyau émetteur de positons qui est le fluor 18. Eh bien, ce noyau se désintègre donc en émettant un positon. Ce positon a un certain parcours dans la matière, il va interagir, nous reviendrons là-dessus plus tard, et en interagissant, il est freiné, il est ralenti et il va finir par être arrêté. Eh bien, dès que le positon est à l'arrêt, dès qu'il n'a plus d'énergie cinétique, il est donc, comme nous l'avons dit, condamné à disparaître en tant que particule d'antimatière, et sa disparition se fait par annihilation avec un électron du milieu environnant, c'est-à-dire du cortège le plus souvent électronique de l'atome. Cette annihilation, nous l'avons dit, se traduit par l'émission de deux photons de 511 kV, qu'on appelle donc photons d'annihilation, et qui, pour des raisons de conservation des grandeurs physiques, sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. Donc bien évidemment, ces deux photons d'annihilation de 511 kV vont se surajouter à tous les phénomènes précédents, que ce soit l'émission d'électrons de conversion ou d'émission de photons gamma. Donc si l'on fait la somme de tout ce que nous avons envisagé depuis le début, vous voyez que des atomes radioactifs peuvent générer un grand nombre d'émissions, donc qu'on appelle émissions radioactives, différentes, qui vont se mélanger et qui, bien évidemment, n'ont pas toutes la même origine. Alors, ça n'est pas tout. Et c'est là que la radioactivité a tendance à devenir un petit peu compliquée. C'est que nous avons vu la désintégration radioactive elle-même, puis les phénomènes de désexcitation du noyau. Eh bien, il va falloir maintenant s'intéresser à l'atome dans son ensemble, parce qu'au terme des phénomènes que nous avons envisagés jusqu'à maintenant, eh bien, le cortège électronique de l'atome est perturbé. Alors, on n'est plus au niveau de l'atome radioactif de départ, puisque la transformation est faite, c'est le noyau fils, et donc l'atome qui résulte de la désintégration radioactive, mais cet atome issu de la transformation radioactive se trouve lui-même dans un état perturbé. Et qu'est-ce qu'on entend par perturbé? Eh bien, c'est que l'atome, cette fois, et non pas le noyau, est dans un état excité. En effet, rappelons ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, il y a d'abord pu avoir émission d'un électron par phénomène de conversion interne, ce qui est un mode de désexcitation du noyau. Il y a aussi pu avoir capture d'un électron par le noyau lorsque ce noyau se transforme par capture électronique. Dans les deux cas, il y a maintenant apparition d'un trou dans le cortège électronique, soit parce qu'un électron a été éjecté, soit parce qu'il a pénétré dans le noyau. Eh bien, ce trou dans le cortège électronique va induire immanquablement un réarrangement du cortège électronique. Ce réarrangement correspond à un changement de niveau d'orbital par un électron. Ceci correspond à la libération d'un excédent d'énergie par l'atome. C'est donc bien un phénomène de désexcitation atomique. Et le
le premier mécanisme par lequel un atome peut se désexciter, c'est l'émission, là encore, d'un photon. Mais ce photon, cette fois, n'est pas issu du noyau, il est issu de l'atome. Ce n'est donc pas un photon gamma, mais c'est un photon qu'on appelle X, bien que sa nature sur le plan de l'électromagnétisme soit la même. Et on parle de photon X de fluorescence parce que ces transitions atomiques génèrent des photons X qui ont toujours la même énergie. On parle de photons X monoénergétiques. Et donc on oppose les photons X de fluorescence à ce que nous verrons plus tard, les photons X qui résultent d'un phénomène de freinage et qui sont notamment les rayons X générés dans les tubes à rayons X des appareils de radiologie qui ont un spectre énergétique continu. Ici, les X de fluorescence qui résultent de la désexcitation atomique sont monoénergétiques. Les choses se compliquent encore un peu plus parce que, là encore, l'excédent d'énergie de l'atome, au lieu d'être évacué sous forme d'un photon, peut être transmise à un autre électron du cortège électronique, qui sera éjecté de l'atome. Il s'agit, comme pour les électrons de conversion interne, d'un électron du cortège électronique, mais l'énergie qui est responsable de son départ de l'atome ne provient pas du noyau, mais provient de la désexcitation de l'atome. Donc on ne parlera pas dans ce cas-là d'électrons de conversion interne, on parlera d'électrons Auger, du nom du physicien qui a décrit ce phénomène. Donc à la suite de la désexcitation de l'atome, on peut avoir des X de fluorescence ou des électrons Auger, ou une combinaison des deux dans certains cas. Donc ceci s'ajoute bien sûr au phénomène précédent, qui étaient les émissions gamma, les émissions d'électrons de conversion, et éventuellement les photons d'annihilation. Donc lorsqu'on regarde de l'extérieur une source radioactive, on voit qu'il peut y avoir un mélange souvent complexe de beaucoup d'émissions, soit de particules, soit de photons, d'origines diverses et qui se combinent de manière variée. C'est ce qui explique la difficulté souvent de compréhension des spectres d'émission des sources radioactives. Voilà un schéma qui symbolise, qui représente les phénomènes de capture électronique. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'un électron est effectivement capturé par le noyau et que cette capture électronique génère un trou sur la couche la plus interne qui va être comblé par un électron plus périphérique. Ce réarrangement électronique génère un premier photon, noté 1. Il s'agit bien d'un photon X, puisqu'il est issu de l'atome et non pas du noyau. Ce réarrangement génère à nouveau un trou sur une couche plus périphérique qui va être comblé par un autre électron d'une couche encore plus périphérique avec émission d'un deuxième photon X de fluorescence, etc. Donc non seulement il y a des phénomènes de réarrangement, mais ces phénomènes peuvent se faire en cascade et il peut y avoir émission non pas de 1, mais de plusieurs photons X de fluorescence en cascade. Lorsqu'on a une désexcitation du noyau par conversion interne, eh bien de la même façon, il va y avoir création d'un trou sur une couche électronique et ceci génère, lorsque cet électron de conversion est émis, génère donc un trou sur une couche électronique et un réarrangement avec comblement du trou par un électron plus périphérique. Eh bien, ce réarrangement peut, de la même façon qu'après une capture électronique, générer un photon X, mais il est également possible, toujours après émission d'un électron de conversion, que le réarrangement électronique soit responsable non pas de l'émission d'un photon X,
mais de l'émission d'un électron Auger, comme nous l'avons vu précédemment. Alors bien sûr, il est nécessaire de reprendre ces différents phénomènes, parce que lorsqu'on les envisage comme ça, de manière successive et brutale, on a tendance à tous les mélanger, mais en reprenant les choses calmement et en faisant des schémas sur un papier, on arrive très bien à distinguer ces différents phénomènes. Alors, pour vous aider à faire le point sur la question, on peut par exemple remarquer la chose suivante, c'est que si on fait le bilan des électrons susceptibles d'être émis par un atome radioactif, eh bien vous voyez qu'il y en a de plusieurs catégories. D'abord, les électrons qui proviennent du noyau lui-même, et nous avons appelé ça les rayonnements β-. Souvenez-vous, lors de la première transition radioactive envisagée, nous avons vu qu'un proton se transformait en neutron avec émission d'un β-. Et puis, ces électrons peuvent provenir du cortège électronique, d'abord par des excitations du noyau, et c'est ce que nous avons appelé les électrons de conversion interne. Ce phénomène de conversion interne est une alternative possible à la désexcitation par émission de photons gamma d'origine nucléaire. Et enfin, nous avons les électrons Auger qui correspondent également à la désexcitation, mais cette fois de l'atome, et qui est une alternative à l'émission de photons, cette fois d'origine atomique, et qui sont donc les photons X de fluorescence. Tous ces phénomènes sont résumés dans ce qu'on appelle les schémas de désintégration d'un atome radioactif. Vous avez ici extrêmement schématisé le schéma de désintégration de l'iode 131, très utilisé en médecine et également très redouté lors des accidents de radioactivité, puisqu'il est volatile et qu'il a tendance à aller dans la thyroïde des populations. C'est donc l'iode 131 qu'on redoute particulièrement lorsqu'un nuage radioactif est généré par un accident. Alors, qu'en est-il? Vous voyez que cet iode 131 a un numéro atomique de 53, et il va se désintégrer par émission β-, par émission d'un électron. Donc, on le place à gauche, par convention, sur le schéma. 8,05 jours, c'est sa période, nous reviendrons sur cette notion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs émissions β- possibles, en ce sens qu'elles aboutissent à plusieurs niveaux d'excitation du noyau fils qui est ici du xénon 131. La plupart du temps, dans un tel schéma de désintégration, il existe une voie privilégiée. Ici, dans 90% des cas, on aboutit à un niveau d'excitation du noyau de xénon qui correspond à une énergie de 364 kV. Et ce niveau va se désexciter vers le niveau stable du xénon 131 par l'émission d'un rayonnement gamma dont l'énergie est par conséquent de 364 kV. Et on sait bien que le pic principal du spectre de l'iode 131, nous reverrons ça plus tard, eh bien ce pic principal correspond effectivement à une énergie de 364 kV. Ce schéma est très simplifié, et donc on peut montrer rapidement la réalité des choses. Ça revient à peu près au même, mais il y a ici évidemment beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision dans les chiffres, ce qui est important pour les physiciens, mais qui pour la médecine est un petit peu trop sophistiqué. On n'a pas besoin d'autant de détails la plupart du temps pour faire de l'imagerie médicale notamment. C'est quand même intéressant de noter la précision dans la connaissance des différentes transitions qui résultent de la désintégration d'un atome radioactif.
Je vais rapidement envisager un autre schéma de désintégration parce qu'il est très intéressant à bien des points de vue. D'abord parce que le technétium 99 petit m métastable, je vais expliquer ce terme, est très utilisé en médecine, mais surtout parce qu'il permet d'illustrer le fait que parfois l'état excité du noyau qui résulte d'une désintégration peut avoir une durée de vie prolongée. En effet, nous avons ici affaire au molybdène 99, qui est radioactif et qui, comme l'iode 131, se désintègre par émission β-. 82% des désintégrations se font vers un niveau d'énergie excitée du technétium 99, qui a pour valeur 142 kV. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce niveau excité a une période de 6 heures. Autrement dit, le technétium 99 n'atteint pas tout de suite son état stable, son état excité perdure un certain temps, et lorsqu'on parle d'une période de 6 heures, ça veut dire que la moitié des atomes se désexcitent toutes les 6 heures. Ceci a un grand intérêt, parce qu'on peut du coup utiliser non pas le molybdène 99, qui a des inconvénients parce qu'il est très irradiant, mais on peut utiliser l'état excité du technétium. On parlera donc dans ce cas-là de technétium 99 petit m voulant dire métastable. Et puis en médecine, on utilise également beaucoup le fluor 18, qui lui a un schéma de désintégration extrêmement simple, puisque vous voyez pour le coup qu'il se désintègre essentiellement par émission β+, émission d'un positon, dans 97% des cas. Les 3% des cas restants, c'est la solution alternative, la capture électronique, notée EC, puisque en anglais on dit Electronic Capture. Et ce schéma est extrêmement simple parce que, j'ai dit que c'était rare, mais ça arrive, on aboutit là, d'emblée, à l'état stable de l'oxygène 18. Il n'y a donc pas de phénomène secondaire de désexcitation. J'ai évoqué à plusieurs reprises la notion de période radioactive. Alors, il faut bien sûr aborder maintenant cet aspect des choses parce que qui dit radioactivité dit désintégration de noyaux et dit donc disparition des noyaux radioactifs. Si on attend suffisamment longtemps, une source radioactive va disparaître totalement. Mais ceci, bien sûr, se fait de manière plus ou moins rapide et ceci a des conséquences très importantes à connaître. Si l'on considère le nombre noté dN d'atomes radioactifs qui se désintègrent pendant une durée très brève notée dt. Eh bien, ce nombre est proportionnel au nombre total d'atomes, noté grand N. Et le coefficient de proportionnalité est noté lambda. Ce paramètre lambda correspond en fait à la probabilité de désintégration d'un atome radioactif à un instant donné, et le nombre d'atomes qui vont se désintégrer à chaque instant, bien sûr, dépend de cette probabilité et de ce coefficient lambda. Le signe moins est là pour rappeler que on a affaire à un paramètre qui diminue et qui est le nombre d'atomes radioactifs grand N. Il s'agit du nombre d'atomes radioactifs présents à un instant donné. Donc, le paramètre lambda, qu'on appelle constante radioactive, représente une probabilité qui est la probabilité de désintégration des atomes et qui s'exprime donc en seconde moins 1. Lorsqu'on intègre l'équation dN égale moins lambda n dt, eh bien, en posant que le nombre d'atomes de départ était n0, on aboutit à l'équation exponentielle décroissante grand N égale n0
exponentielle de moins lambda t, où t représente le temps. On peut bien sûr noter la même équation sous la forme log de n égale moins lambda t plus log de n0. Donc nous avons affaire typiquement à un phénomène exponentiel décroissant et il est usuel de quantifier le phénomène de décroissance radioactive par ce qu'on appelle la période radioactive, qui est tout simplement le temps au bout duquel la moitié des atomes se sont désintégrés. Donc, lorsque ce temps est égal à grand T, la période, on a n sur n0 égale 1,5 par définition, d'où log de 1,5 égale moins lambda t, ce qui permet de dire que lambda t est égal à log de 2, soit 0,693. À partir de là, on peut établir que la période radioactive est égale à 0,693 divisé par lambda, et on peut également remarquer que le nombre d'atomes radioactifs est égal au nombre d'atomes radioactifs de départ multiplié par 1,5 à la puissance t sur grand T, t étant le temps et grand T étant la période. Ceci conduit bien sûr à la représentation tout à fait classique d'une fonction exponentielle décroissante, avec la propriété remarquable que toutes les périodes, le nombre d'atomes est diminué par 2. Ceci, c'est sur la figure de gauche. Sur la figure de droite, on a la même chose en coordonnées semi-logarithmiques, ce qui donne bien évidemment une droite dont la pente permet de calculer la période. Alors ceci est très important parce que on va voir que ce qu'on appelle l'activité radioactive dépend de la période plus ou moins longue de l'élément radioactif. Et ça permet aussi de comprendre que, au bout de 10 périodes, eh bien, le nombre d'atomes radioactifs n'est plus égal qu'à 1 sur 2 à la puissance 10 du nombre d'atomes de départ, ce qui, grosso modo, représente 1/1000 du nombre d'atomes de départ. Donc, pour une source radioactive d'importance faible ou moyenne, on peut considérer qu'au bout de 10 périodes, il reste moins d'1/1000 du nombre d'atomes radioactifs de départ, ce qui en général correspond à une source radioactive d'activité négligeable. Donc, en pratique, lorsqu'on attend 10 périodes, on peut considérer qu'une source radioactive est pratiquement revenue à zéro, la source radioactive a pratiquement disparu. En médecine, on utilise beaucoup cette propriété pour décider qu'une source radioactive ne présente plus de danger. Ça veut dire concrètement que si vous avez une période radioactive d'1 heure, eh bien 10 heures plus tard, tout aura disparu. Si vous avez une période radioactive d'1 mois, il faudra attendre 10 mois pour que la source puisse être considérée comme négligeable. Alors pour terminer sur la radioactivité, comment la quantifier? Et là j'attire votre attention sur un fait, c'est que le simple fait de parler en général de radioactivité génère en général des réactions très négatives, d'angoisse, de crainte, de révolte. On admet très mal qu'il y ait de la radioactivité quelque part. Alors bien évidemment, selon l'endroit où on est confronté à ça, les conséquences sont différentes. Lorsqu'on découvre une contamination radioactive dans une décharge, ou encore pire dans une cour d'école, on comprend bien le problème posé. Mais avant de réagir et de déclencher des réactions parfois exagérées, il faut absolument se poser la question de la quantité. En effet, la radioactivité, comme n'importe quoi, ça peut se quantifier, et les effets délétères, le danger que cela représente, dépend de cette quantité. La quantité de radioactivité, on appelle ça l'activité. Et ça se mesure avec une unité qui est maintenant le becquerel.
C'était anciennement le curie, maintenant c'est le becquerel. Qu'est-ce que c'est qu'un becquerel? Ça représente une désintégration par seconde. L'avantage de cette unité, à laquelle on a donné le nom de Monsieur Becquerel, qui est un grand nom de la radioactivité, c'est qu'elle est extrêmement précise. Son inconvénient, c'est qu'elle est extrêmement faible. Une désintégration par seconde, ça ne signifie rien. Pour vous donner une idée, 1 litre d'eau du robinet contient 7 becquerels par litre. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas en fait le becquerel, mais ses multiples, le kilobecquerel, le mégabecquerel ou le gigabecquerel. L'activité en becquerel d'une source radioactive, c'est donc la quantité d'atomes radioactifs qui se désintègrent par unité de temps dans une source. Un becquerel représentant une désintégration par seconde. Anciennement donc, on utilisait le curie, qui était une unité, elle, liée au nom de Marie Curie et qui représentait l'activité d'1 gramme de radium. Bien évidemment, le curie était une unité au contraire colossale, puisque vous voyez que non pas un curie, mais un millicurie, un millième de curie, représente 37 millions de becquerels, 37 mégabecquerels. Donc bien évidemment, pour passer des curies au becquerel, il faut avoir conscience de ce changement d'échelle considérable. Donc nous reviendrons sur la façon de quantifier les sources radioactives pour en envisager les possibles dangers. Mais il y a une deuxième notion très importante, c'est que l'activité mesurée en becquerel concerne exclusivement la source et que ce qui se produit dans une source radioactive, ce n'est pas ce qui se produit dans l'environnement et notamment ce qui se produit au niveau d'un sujet qui serait exposé à cette source radioactive. Donc il ne faut pas confondre l'activité en becquerel d'une source radioactive avec la dose reçue par un individu qui se trouverait à proximité et qui, elle, est exprimée dans une toute autre unité que nous verrons plus tard. Pour simplement préciser tout de suite cette notion, disons qu'une source radioactive, même de haute activité, mais qui n'émet que des particules et pas de rayons gamma, eh bien ne générera aucune dose d'irradiation à distance. Donc une source radioactive très intense n'est pas forcément synonyme de danger lorsqu'on se trouve à une distance suffisante. Revenons sur cette notion d'activité. Maintenant, lorsqu'on quantifie une source radioactive et qu'on va donc mesurer son activité en becquerel, eh bien, il faut bien comprendre que cette activité dépend en fait de 2 choses. Bien sûr, il y a la quantité d'atomes radioactifs contenus dans la source. Plus vous avez d'atomes radioactifs, plus il y en aura beaucoup qui vont se désintégrer à un instant donné. Cette proportion d'atomes qui se désintègrent est donnée directement par la probabilité de désintégration, donc par la constante radioactive lambda, et c'est bien ce que traduit l'équation. Le nombre d'atomes radioactifs est proportionnel le nombre d'atomes qui se désintègrent est proportionnel au nombre d'atomes radioactifs présents, le coefficient de proportionnalité étant égal à lambda. Mais donc, la quantité totale d'atomes radioactifs est l'un des paramètres. L'autre, eh bien, c'est précisément la constante radioactive lambda et donc la période. Et pour une même quantité d'atomes radioactifs, si vous avez affaire à un élément à période courte, son activité sera bien plus intense, bien plus importante que l'activité d'une même quantité d'atomes radioactifs, mais de période très longue. Prenons un exemple, si j'ai 1 milliard d'atomes radioactifs dans une source, avec une période d'1 heure, ça veut dire que dans l'heure qui suit, je vais avoir 500 millions de désintégrations radioactives. Si j'ai maintenant une source constituée d'1 milliard d'atomes radioactifs, mais avec une période de 100 ans, ça veut dire que j'aurai 500 millions de désintégrations, non pas en 1 heure, mais en 100 ans.
Et donc l'activité de la source à un moment donné sera extrêmement différente. Donc plus la période est courte, plus l'activité est élevée pour une même quantité d'atomes radioactifs, mais à cette activité élevée va correspondre un temps pendant lequel la source est radioactive, beaucoup plus court bien sûr. Donc on oppose les atomes radioactifs à période courte, dont l'activité sera plus élevée, mais dont la décroissance sera rapide, qui vont rapidement ne plus être radioactifs, aux éléments à vie longue, à période longue, qui eux auront une activité beaucoup plus faible, mais beaucoup plus prolongée. Et le carbone 14, par exemple, qui a une période de 5400 ans environ, eh bien vous savez qu'il perdure dans l'environnement de manière très prolongée, ce qui permet, par exemple, de faire des datations au carbone 14. Au terme de ce premier cours, et avant de nous séparer, je voudrais maintenant introduire une notion très importante qui sera essentielle à considérer pour la suite du cours. À savoir, il faut noter dès maintenant qu'il existe, du point de vue des effets radiobiologiques, deux types de rayonnements très différents. D'une part, les particules chargées qui constituent les rayonnements qu'on appelle directement ionisants. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez sur le petit schéma sur la droite, ces particules chargées vont directement interagir avec des électrons du milieu et générer des phénomènes d'ionisation. La conséquence, c'est que ces particules chargées dans la matière épuisent la totalité de leur énergie par interaction successive avec des électrons du milieu et plus rarement des noyaux. Ces particules chargées sont le plus souvent le résultat de désintégrations radioactives, comme nous venons de le voir, et seront donc surtout à considérer lorsque l'organisme est contaminé par de la radioactivité. La deuxième catégorie de rayonnement, c'est ce qu'on appelle les rayonnements indirectement ionisants. Pourquoi ? Parce que, et il faut à nouveau regarder le schéma à droite, il faut d'abord que ces rayonnements interagissent avec un électron du milieu, qui est mis en mouvement avec une énergie cinétique élevée, et qui va secondairement, puisque cet électron est une particule chargée, interagir avec d'autres électrons du milieu, et on se retrouve donc dans le premier cas de figure. Mais la différence essentielle, c'est qu'il faut, au préalable, qu'il y ait interaction du rayonnement incident avec un électron du milieu. Cette interaction n'est pas systématique, elle obéit à une loi de probabilité qui débouchera, comme nous le verrons, sur ce qu'on appelle la loi d'atténuation. Dans cette catégorie rentrent les neutrons, mais on y est très rarement confronté dans le domaine médical, et surtout les rayonnements électromagnétiques, que je ne redétaillerai pas car vous les avez envisagés dans le cours de Madame Pébé-Péroula. Et ces rayonnements électromagnétiques, qu'on peut voir sous l'angle corpusculaire, sont constitués de photons, ce sont donc les rayons X et les rayons gamma essentiellement, et dès lors que l'énergie de ces photons est supérieure à l'énergie minimale de liaison d'un électron du milieu, à savoir 13,6 électronvolts, eh bien ces photons sont capables d'arracher un électron à un atome et de générer donc un rayonnement constitué d'un électron. Mais cette génération est indirecte et c'est pourquoi on parle dans ce cas de rayonnement indirectement ionisant. Cette différence entre rayonnement directement et indirectement ionisant est essentielle, bien évidemment, lorsque on envisage les interactions avec la matière et surtout lorsqu'on envisagera les conséquences sur la matière vivante, donc les conséquences radiobiologiques. C'est à partir de cette notion que nous envisagerons le prochain cours sur les interactions des rayonnements avec la matière.